chers participantes, même si elles ne sont que deux, et chers participants. Le thème de ce panel pourrait aussi être étudié d'une manière simple. Que faut-il pour un tournoi démocratique? Je pense que c'est à cette question que je vais tenter de répondre. Et si on la posait aussi à beaucoup de ouvriers, on aurait aussi autant de réponses que des ouvriers. Donc, pour ma part, comme mon travail quotidien relève des droits humains, je voudrais probablement essayer de relever quelques aspects. Mais je veux vous garder de vous faire le bilan de la situation des droits humains, puisque vous-même, vous êtes déjà victime, ne serait-ce que déjà ce week-end, on n'a pas pu autoriser que vous puissiez avoir ici un concert. Donc, c'est des événements récurrents, que ce soit à Néron ou à Saint-Cassé, c'est un fait qui existe. Cependant, je suis toujours reconnaissant à ceux qui s'engagent pour la dissidence. Parce que pour moi, je n'ai jamais cru au terme d'opposition politique. Mais je crois qu'une société se met debout quand il y a la dissidence. La dissidence va au-delà de l'opposition. Et c'est dans cette perspective que les droits humains jouent un rôle primordial. Et donc, un programme de développement réussi se concentre d'abord sur les capacités des gouvernants à répondre aux besoins des citoyens et à la capacité de ces citoyens à exercer leurs droits fondamentaux et à mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Je voudrais vraiment mettre mon intervention dans cette perspective-là, que ce ne sont pas seulement des critiques, mais c'est que quand on s'engage pour diriger un pays, puisque beaucoup d'ailleurs veulent diriger le pays, et quand on a la chance d'être à la tête d'un pays, c'est qu'on doit être en mesure d'accepter d'être critiqué, d'où l'importance de la dissidence. Et donc, pour cela, il serait peut-être rare de voir des Congolais applaudir pour le bitumage de 3,8 km de route. Après plus de 2 ans de travaux, je voudrais donner l'exemple du boulevard des armées, quand j'ai vu plein de Congolais en t-shirt là-bas pour inaugurer une route de 3,8 km après 2 ans de travaux. Et donc, dans ce schéma-là, ce n'est pas un problème purement économique, ni social, mais c'est un problème des droits de l'homme. Qu'est-ce que le Togolais lui-même pense des droits de l'homme? Pour moi, les gens se posent la question, un certain temps, Amnesty intervient plus. Donc, on a changé de dimension de travail. On a changé. Il faut que les gens eux-mêmes, les victimes, les personnes elles-mêmes, parlent à leur propre nom. Nous ne sommes plus des porte-parole des gens. Il faut que les gens se décident eux-mêmes de travailler. Et donc, si on peut aller à produire pour une route de 3,8 km après 2 ans de travaux, et donc ça voudrait dire qu'on n'a rien compris des droits de l'homme. Et d'ailleurs, certains même activistes des droits de l'homme participent à cela en disant qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais de proposer. Donc à force de proposer, on finit par aller de compromission en proposition. Et donc pour cela, je vais juste faire 2 conceptions des droits de l'homme que moi, je vois au Togo à travers tout le travail que notre organisation a fait depuis des années sur le Togo. Je voudrais aussi souligner que le Togo fait partie des premiers pays qui ont fait l'entrée des rapports annuels d'Amnesty International. Bizarrement, bien qu'on soit un petit pays, quand vous prenez les premiers rapports des années 1960, le Togo était déjà dans cette entrée. Et donc, je vois un peu la tendance de la conception des droits de l'homme au Togo au niveau des autorités. Il y a une conception, quand vous parlez des événements de 1990, je vais commencer par là, qui démarre et va jusqu'aux années 2000, où les droits humains étaient considérés comme le fruit d'une opposition politique. Et donc, dans ce sens-là, il faut toujours combattre tous ceux qui militent pour les droits humains au même titre que les opposants politiques. Cette manière de concevoir les droits de l'homme, au fait, était aussi liée au contexte d'alors avec le président Yadema en ce moment, mais aussi, on pourrait dire aussi de la faiblesse des institutions et des personnes qui étaient affectées à ces institutions. Puis, les années 2000 arrivèrent
conditions d'aide étaient un peu plus drastiques et la question des droits humains devenait prégnante pour les autorités. Et donc là, les autorités ont accepté d'ouvrir le débat sur les droits humains. Et le grand point d'éclat qu'on a eu, c'était l'abolition de la peine de mort en 2009. Mais tenez-vous bien, cette conception de deuxième niveau des droits humains au Togo n'était pas faite en réalité pour les Togolais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas aboli la peine de mort forcément parce qu'on respecte la vie des Togolais, sinon il n'y aurait pas eu des morts durant les manifestations, mais c'est parce qu'on voulait répondre à une image de l'extérieur. On voulait rendre face à une situation un peu difficile dans le pays puisqu'on était acculé de tous bords. Et donc, dans cette perspective, on tolère les droits humains. On n'accepte pas les droits humains, on les tolère. Et j'ai essayé de parcourir un peu les discours programmes des premiers ministres. J'ai remarqué qu'il y a eu deux qui ont, dans leur discours, mentionné clairement la question des droits de l'homme devant le Parlement. Mais le dernier que nous avons actuellement, il a tout brisé, tout le discours, il n'a pas prononcé un seul instant le mot droit de l'homme. C'est comme si les droits de l'homme étaient devenus quelque chose de contraignant qui pouvait empêcher d'engager la marche vers le développement du Togo. C'est une erreur de conception. Parce que sans les droits humains, que j'allais appeler composants du développement, le Togo ne peut pas avancer. D'ailleurs, nous avons ce que nous appelons le programme national de développement. Et quand on le parcourt aussi, on n'a aucun élément concernant les droits humains. Et ceci est favorisé en réalité par le contexte international, puisque depuis le 11 septembre, les attentats, tous ceux qui peuvent parler au nom de la sécurité en invoquant les droits humains n'ont plus besoin de respecter les principes en matière de ces normes juridiques. Et donc, les droits humains ne sont pas en réalité un idéal, comme je l'ai entendu devant un ministre des droits de l'homme, qui nous a semblé faire comprendre qu'au fait, nous réclamons des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'idéal. Mais, chers participants, est-ce que torturer quelqu'un est quelque chose de théorique? Non. Quand on torture quelqu'un, c'est un acte qu'on pose. Donc, les droits humains ne sont pas un idéal ou une théorie énoncée par l'Occident. Et donc, aujourd'hui, les faits sont encore là. Vous avez entre octobre 2018 et juin 2019, il y a eu au moins 19 interdictions de manifestations publiques, au minimum. 19. Ça, c'est les manifestations pour lesquelles on peut au moins dire qu'il y a eu une organisation légale. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut effectivement espérer qu'un Togo peut devenir démocratique? Je ne pense pas. Parce que la démocratie s'est nourrie de la dissidence, comme je vous l'ai dit. La démocratie se nourrit de la contradiction. Cela ne peut pas exister, on ne peut pas contenir les gens dans des endroits qui manifestent. Et les dernières réalités avec les modifications de la loi Bodjona qui fait mobiliser autant de personnes. Mais nous n'avons pas souhaité nous mélanger à cela parce que le problème ne vient pas de la modification de la loi Bodjona. Il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a eu la loi sur la cybercriminalité qui en a parlé. Je me rappelle qu'on avait fait un communiqué là-dessus. Quelqu'un est venu me voir dire que nous, on parle des événements de 2017, il y a des moments où on parle de la cybercriminalité. Est-ce que ça va bien chez nous? Ce genre de critique. Vous voyez, tout est parti de là. Donc, on a préparé le terrain en vue de quelque chose. Donc, critiquer la loi Boupessi, pour moi, n'est qu'un élément d'un appareil. Donc, le mieux, c'est de s'attaquer à un appareil. Et l'appareil, c'est la mentalité des autorités vis-à-vis des droits de l'homme. La mentalité des autorités. Et comme je le disais, après 2005 et 2009, il y a eu l'arrivée des technocrates en droits humains. Vous avez lu par exemple les déclarations de certains ministres qui se sont attaqués à Amnesty, disant qu'ils ont travaillé même dans le domaine du droit international et que nous, on n'a pas de leçons à donner. Il n'y a pas que seul. Il y a eu beaucoup de techniciens qui ont été recrutés, qui sont bien payés et qui justifient bien le fait que le Togo puisse ne pas respecter ses engagements.
Et ça, c'est une contradiction. C'est-à-dire que les valeurs, au-delà de la connaissance de ces capacités, il y a aussi des valeurs qu'on doit défendre dans la vie. Est-ce qu'on a besoin, parce qu'on est un expert en droits humains, d'aller aider un État à modifier un texte tout simplement pour éviter quelques anicroches au niveau des Nations Unies? Pour moi, je ne pense pas que Faure Gnassingbé est assis et modifier la loi Boudjouna comme cela. Il a fallu des intellectuels, des gens qui même font les droits de l'homme. Chaque jour, essayent même de dire qu'eux aussi font les droits de l'homme pour pouvoir produire ce genre de provisions qui sont aux antipodes des engagements du Togo. Vous avez aussi la question de la torture. Je le disais, la loi Boudjouna n'est que le clou de quelque chose. Est-ce que vous savez que durant la modification du code pénal, à part le fait qu'on ait criminalisé la torture, toutes les autres peines ont été multipliées par 2. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça c'est des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire que si le vol d'un coq, vous étiez emprisonné à 1 mois, aujourd'hui c'est à 2 mois environ qu'on peut vous emprisonner. Un pays dans lequel on prétend lutter contre la surpopulation carcérale. Donc il y a assez d'opposition dans les actes, les discours et les engagements que l'État lui-même prend vis-à-vis de ses propres concitoyens. Je ne veux pas vraiment aller dire non, c'est vis-à-vis des Nations Unies, non, c'est vis-à-vis des citoyens togolais, puisque c'est les Togolais qui payent pour qu'on puisse nourrir des prisonniers. Et donc, est-ce que vous voulez que nos prisons soient remplies de gens que nos impôts vont continuer par payer? C'est une question que les Togolais doivent se poser, et quand Assivito fera une marche, qu'ils ne disent pas qu'ils exagèrent. Ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question. L'autre élément que je voudrais aussi souligner, c'est la banalisation de la violence à travers les actes que les autorités elles-mêmes posent en utilisant les militaires, par exemple, pour l'encadrement des manifestations. Je ne dis pas qu'il est formellement interdit d'utiliser la force armée, mais dans les standards internationaux, il y a des procédures. Au Togo, on a remarqué tout simplement que les forces armées interviennent d'une manière simultanée que les forces de premier niveau, que sont la police et la gendarmerie. Tout ceci aussi amène aussi à se demander qu'est-ce que les Togolais aussi pensent de la situation. Moi, j'ai discuté avec certains qui justifient cela. Ils disent que quand il y a marche, les gens les dérangent, donc il faut qu'on utilise les militaires. Au fur et à mesure que je viens à la 3e étape du développement des droits humains au Togo, c'est que de plus en plus de Togolais eux-mêmes deviennent victimes de la violation des droits de l'homme et commencent à comprendre qu'on ne se bat pas pour seulement une alternance au Togo, mais on se bat, et c'est là que doivent être les droits humains pour la dignité des Togolais. Si aujourd'hui je suis content qu'on puisse interdire une manifestation à un groupe donné parce que mes idées ou mon idéologie n'est pas dans ce sens, demain probablement cela peut être aussi moi ma cause. Et vous l'avez vu récemment, je ne vais pas donner des exemples juste pour pouvoir calmer le jeu, mais en réalité si on nous posait la question ici dans la salle, quel est le prisonnier le plus célèbre au Togo? Ok, nous parlons pas si fort. Voilà. Vous voyez, qui aurait cru? Personne. Personne. D'où l'intérêt de chacun de pouvoir œuvrer pour que les droits des Togolais d'abord soient respectés. Et non, on respecte les droits humains pour faire plaisir aux Nations Unies. Et c'est quand je vois les réactions que bon, on ne va rien changer à cause des Nations Unies, ça n'a aucun sens pour moi. On ne change pas parce que c'est utile pour les Togolais, ou on change parce que c'est utile pour les Togolais. C'est ce débat-là que moi je souhaite que les Togolais puissent intégrer. Je ne veux pas vraiment aller dans des détails de ce qu'on a fait à Mboueke ou ce qu'on n'a pas fait à qui, ce n'est pas nécessaire. Parce que ça, c'est des cas qu'on peut utiliser pour pouvoir voir une vue d'ordre général. Parce que parfois, on se trompe de combat. On se trompe énormément. Et je pense que si moi j'ai une opinion à donner dans ce domaine de la lutte pour l'alternance au Togo, c'est que souvent on s'est trompé du vrai ennemi. Je dis toujours au professeur qu'on ne va pas recruter quelqu'un de Pia pour t'espionner. C'est surtout quelqu'un de ta maison qui pourra mieux t'espionner. Et beaucoup de gens ont commis cette erreur en pensant qu'il faut continuer faire aussi la marche vers la démocratie en divisant les gens. Ça aussi, le régime l'a utilisé, mais aussi ceux qui aussi devaient lutter pour l'alternance aussi n'ont pas vite compris que c'est un piège.
dans lequel il ne faut jamais tomber, parce que les droits humains, c'est tout le monde. Déjà entendu les professeurs avant d'entrer expliquer certains concepts togolais qui rejoignent très bien l'idée des droits humains. Donc les droits humains pour moi n'est pas une question d'Amnesty International ni des Nations Unies, c'est une question de Togolais. Et le bilan pour moi de 1990 à aujourd'hui n'est pas vraiment un bilan à pouvoir accepter pour un Togolais. D'où l'intérêt pour chaque